Salut à tous, salut à tous les abonnés des Juste Tutoriels et tout le monde qui nous suit à travers nos chaînes, nos publications, ainsi de suite. Et je crois que vous êtes le bienvenu aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un nouveau chapitre que nous allons démarrer. Le chapitre est intitulé, c'est le chapitre 1 bien sûr, tel que je l'ai fait là. Le chapitre est intitulé « Le calcul des déplacements ». Nous allons essayer de faire les calculs de déplacement, voir comment calculer, évaluer le flèche, ligne déformée, ainsi de suite. Et sur ça, nous allons utiliser plusieurs méthodes que nous allons aborder et nous allons le faire progressivement. Je crois bien, ça fait un temps qu'on n'est pas revenu et aujourd'hui on revient encore avec nos séries de formations. Alors, ici nous allons exposer 3 méthodes que nous allons exposer. Alors, nous commençons par la généralité, le déplacement. C'est quoi un déplacement en fait? 1, 0, nous avons 1.0, 1. Introduction. Alors, on nous dit en RDM, les calculs à la résistance ne suffisent pas. Mais une vérification de déplacement face aux déplacements admissibles s'avère très important. Alors, ici, on vous dit, nous avons les cours de résistance des matériaux. Et ces cours calculent la résistance de chaque matériau. Mais ici, dans l'énoncé, on nous dit le calcul de résistance ne suffit pas. Le matériau peut recevoir une charge, mais seulement ces matériaux se déforment. On admet la déformation en fait. On admet la déformation du matériau, mais on n'admet pas la rupture de ces matériaux. En fait, c'est ce qu'on veut dire. Alors, nous allons faire les calculs de résistance. C'est les dimensionnements en fait que nous allons faire. Et en dehors de ça, nous allons évaluer la déformation admissible de ces matériaux. Voilà le pourquoi nous allons étudier le calcul de déplacement. Donc c'est bien de dimensionner, c'est bien de calculer la résistance, mais il faut vérifier aussi le matériau face aux déplacements admissibles ou à la déformation admissible. Le terme de référence, quels sont les termes que nous allons utiliser dans ces chapitres? Nous allons utiliser quels termes? Et nous avons 3 termes. Nous avons ici, nous avons la flèche qui est Y. Nous avons aussi la déformée, et nous avons aussi la rotation. La rotation θ. La flèche, la déformée, ainsi de suite, c'est presque, j'ai dit encore Y. Alors, ici, on nous dit quoi? On nous dit, c'est quoi une flèche? Une flèche, dans la définition, une flèche représente les déplacements verticaux du point, disons, du centre de gravité, donc d'un point se trouvant au centre de gravité de la pièce, bien sûr, de la section transversale. Voilà. Donc, ceci représente le déplacement vertical d'un point du centre de gravité et ces points se trouvent dans la section transversale. C'est-à-dire, nous avons une poutre, par exemple, nous avons la poutre est là. Et sur cette poutre, nous appliquons une charge P. Et alors, cette charge P va faire déformer notre poutre. Vous allez voir, la poutre qui était rectiligne, une poutre qui était droite, devient curviligne. Et une poutre qui devient curviligne, une poutre qui devient courbe, veut expliquer tout simplement, nous amène juste dans l'explication du déplacement de points. Cette poutre est composée de plusieurs points au point d'application de la charge. Le point qui s'est trouvé ici, et après l'application de la charge, ces points s'est retrouvé de l'autre côté. Donc, vous allez comprendre qu'il y a un déplacement de points. Et ces déplacements ici, c'est ces déplacements que nous avons appelés la flèche F.
nous pouvons l'appeler aussi, suivant la nomination en fait de lettres, on peut écrire soit F, soit Y, soit delta. On va écrire ces trois lettres pour désigner la flèche. En fait, la flèche, c'est le déplacement d'un point suite à l'application de la charge. Donc, le point qui était quelque part, après l'application de la charge, le point se déplace verticalement. C'est un déplacement vertical. Ok. Là, c'est la flèche. Nous avons aussi le deuxième terme qui est là, c'est la déformée. La déformée représente tout simplement l'allure de la ligne moyenne. Donc, l'allure de la ligne moyenne, regardez, nous avons notre poutre qui est là, et la ligne moyenne passe dans le centre de la poutre. Après l'application de la charge, vous allez remarquer que la ligne qui était horizontale devient courbe. Donc, cette ligne qui exprime la flèche sur chaque point, donc lorsque vous avez la déformée, donc la courbe qui exprime la déformée, vous allez comprendre, par définition, je répète, on dit la déformée représente l'allure de la ligne moyenne après déformation, autrement appelée ligne élastique. Donc vous allez comprendre que cette ligne est une ligne moyenne. La ligne de la poutre est une ligne moyenne. Et alors lorsqu'on applique la charge, la déformation de cette ligne moyenne, la déformation de cette poutre exprime la déformée. Et ça s'appelle aussi la ligne élastique. Vous allez comprendre que lorsque nous allons démontrer nos formules, la ligne élastique sera exprimée par Y. Y sera l'équation de la ligne élastique. Alors, pour bien expliquer ça, je crois que vous avez très bien vu. Vous avez très bien vu, je vais faire quand même quelque chose manuellement. Je fais ça. J'ai la poutre qui est là. Là, c'est la poutre. J'applique une charge. Et cette poutre se déforme de cette manière. Je suppose comme ça. La poutre se déforme. Après l'application de la charge P. Alors, j'ai besoin de déterminer la flèche en ces points-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une tangente. Je vais tracer la droite qui est tangente à cette courbe. La droite tangente va passer comme ça. Je l'ai fait à main levée. Là, c'est la droite tangente. Sur cette droite tangente, je trace encore une droite qui est perpendiculaire à la tangente. Perpendiculaire, c'est-à-dire ça me forme un angle droit. Et je le fais comme ça. Attends, je vais adapter quand même l'angle droit. Ok. J'ai une droite perpendiculaire à la tangente. Et après avoir eu ça, sur ces points ici, je trace aussi une droite qui est verticale, mais qui passe par ces points. Voilà. Alors, je crois que vous voyez très bien. Et ces points se trouvent à une distance X. Ces points se trouvent à une distance X. Et vous allez comprendre que la position initiale de ces points ici, dans la poutre, jusqu'à la deuxième position après l'application de la charge, cette distance, c'est Y. Y, c'est cette distance que nous avons appelée flèche. Et nous l'avons aussi appelé le déplacement de ces points qui étaient au-dessus dans la ligne moyenne et qui s'est ramené en bas après l'application de la charge. Et nous avons aussi un angle que nous appelons l'angle de rotation. Donc la rotation, en fait, je vais tracer, pour trouver la rotation en question, je vais tracer une droite horizontale par rapport à ça. Je trace une droite horizontale par rapport au point considéré. Et la distance dans l'angle, en fait, d'ici jusque là, c'est l'angle de rotation θ. C'est ça la rotation, en fait. C'est ça notre rotation. Et cet angle est presque le même lorsque nous traçons encore la verticale. Et l'angle se répète là-bas. θ, c'est l'angle de rotation.
Donc je crois que vous comprenez très bien, nous avons la flèche qui est là et nous avons l'angle de rotation qui est aussi là. Donc c'est la rotation en fait de la courbe par rapport à la position initiale. Et après l'application de la charge, il y a eu déplacement, il y a eu la déformée en fait. La poutre s'est déformée et cet angle de rotation est appelé θ et nous allons le calculer aussi. Donc je pense bien vous avez vu la figure. Dans ces sens, nous avons l'axe des X et dans l'autre sens, nous avons l'axe des Y. Donc c'est comme ça. Et alors, on nous dit, d'après cette figure, on peut écrire, d'après la figure qu'on vient de faire, on peut écrire pour dire que la tangente de cet angle, la tangente θ, du fait que θ c'est un petit angle, θ c'est un petit angle, et puis dans la théorie des infiniment petits, pour des déplacements petits, pour des déformations petites, la tangente θ égale à θ, donc est à peu près égale à θ. Là, c'est une hypothèse pour les infiniment petits. La tangente θ est à peu près égale à θ. Or, cette tangente θ exprime la dérivée première de la droite y. La dérivée première de la droite y. Et ceci sera fx'. Donc, ça sera la dérivée première de la fonction y, qui est f de x. Donc, ceci, c'est une hypothèse de petites déformations. Voilà. Cette hypothèse n'est utilisable que pour de petites déformations, dans les infiniment petits en fait. Donc vous allez comprendre que y est égal à f de x. Et cette équation est l'équation de la ligne élastique. Donc ça c'est l'équation de la ligne élastique. Équation de la ligne élastique. Voilà. C'est l'équation de la ligne élastique. Donc je crois dans l'introduction nous avons vu c'est quoi la flèche, c'est quoi la déformée, c'est quoi la rotation. Nous avons pu dessiner pour montrer l'angle de rotation et aussi la distance X. Nous avons la flèche Y qui est là. Je crois que c'est très bien saisi. Nous passons au point 1, 1. Là, c'était 1, 0. Le point 1, 1. Là, nous commençons maintenant. Nous abordons les différentes méthodes qui vont nous permettre à faire les calculs de déplacement. Parmi ces méthodes, il y a plusieurs méthodes. Il y a plusieurs méthodes. Nous allons exposer plusieurs méthodes, mais nous allons partir méthode par méthode. Donc, nous avons la méthode de la ligne élastique, qui est appelée aussi la méthode de double intégration. Nous avons aussi la méthode de moment des airs. Nous avons la méthode telle que la méthode de mort. Ce sont des méthodes énergétiques. Méthode de mort, méthode de Castigliano, Menabrea, il y en a plusieurs. Mais nous allons aborder méthode par méthode. Pour l'instant, nous allons commencer par la méthode de la double intégration. Ça s'appelle la méthode de la ligne élastique. Nous allons aborder en fait la méthode de la ligne élastique. Donc, cette méthode est aussi appelée la méthode de la double intégration. Faites les intégrales deux fois. Alors, cette méthode, pour aborder la méthode, nous allons faire l'étude sur une petite partie de la poutre et vous allez comprendre comment est-ce que cette formule est utilisée. Et là, nous avons une poutre. Je prends une poutre sur deux appuis, bien sûr. Et après avoir appliqué la charge, cette poutre, une charge P, quelle que soit la nature de la charge, où je peux appliquer encore, ajouter encore la charge avec l'intensité P, distance, ainsi de suite. Après avoir appliqué cette charge, la poutre prend la déformation. La poutre se déforme. Alors, je vais prendre juste une petite partie de cette poutre. Supposons la distance, c'est une distance X. Nous
nous avons une distance X. L'appui, nous avons l'appui A, nous avons l'appui B. Et nous allons prendre juste une petite partie de cette poutre. Et cette petite partie va se représenter comme ça. C'est une poutre et je représente comme ça. Voilà. Cette partie de la poutre, je l'ai agrandie quand même. Mais sinon, c'est cette petite partie. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Cette partie de la poutre a une ligne moyenne. La ligne moyenne passe par les milieux. Voilà. Passe par le milieu de la section transversale. Après avoir tracé cette ligne moyenne, la poutre a aussi un axe que nous appelons l'axe neutre. L'axe neutre de la poutre. Donc, cet axe doit passer, je change la couleur. Cet axe est là. Voilà. Cet axe est là. Qu'est-ce que je vais faire pour l'instant? Je me dis, à partir d'ici, à l'origine de l'autre côté, j'ai le point A. Et à l'extrémité, j'ai le point A'. Je crois que vous me suivez très bien. C'est une partie seulement de la poutre dont la longueur initiale était X, mais la petite partie de la poutre a pour longueur ddx. Voilà. C'est ddx qui est la longueur de notre petite partie. Alors, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Je vais appliquer une charge, parce que cette partie de la poutre doit être chargée. Je vais appliquer une charge, et cette charge est représentée sous forme de moment d'un couple. Alors, j'applique un moment, j'applique un couple que j'appelle M. Vous voyez? En statique, on nous a appris, je crois, en statique, on nous dit à chaque action, il y a une réaction. Et alors, regardez que lorsque j'applique un moment d'un côté, l'autre côté va réagir normalement. Il y aura une réaction. Mais cette réaction qui va réagir de l'autre côté, cette réaction sera moment. Peut-être ça peut ou ne pas être exactement le moment. Parce qu'il peut y avoir une petite variation par rapport à la charge qui est appliquée. Donc la charge appliquée, c'est M. Mais après avoir appliqué, la réaction peut donner M plus 2 de M. Donc la variation, une petite variation en fait de ces moments-là. Et alors, après avoir appliqué, regardez que j'ai appliqué la charge, j'applique. La charge est appliquée de deux côtés. Donc nous travaillons l'équilibre de ces corps. Et alors, ce qui fait que il peut y avoir la déformation de cet élément de la poutre. La déformation. Et la déformation doit se faire dans l'axe moyen. Regardez que la déformation va se passer et cette partie qui était initialement comme ça, dans cette direction ici, peut devenir comme ça. Voilà. Donc cette partie qui était initialement, qui avait cette position ici, devient comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une charge qui est appliquée. Donc on a appliqué les deux charges comme ça. Vous voyez? Alors il y a une charge qui est appliquée et une paroi peut se déformer. Soit c'est cette paroi qui peut se déformer, soit c'est l'autre paroi qui peut se déformer. Et par là, nous prenons l'autre paroi. Et vous allez voir que cette déformation va entraîner la variation d'un angle. D'ici jusque là, prenons une variation d'un angle que nous appelons d de alpha. Donc c'est un angle alpha, mais du fait que c'est une petite variation, parce que nous faisons l'étude avec un petit élément, ce qui fait que les déformations sont petites. Et donc à partir d'ici, nous avons la longueur qui est ddx, une petite variation en fait de longueur, et de l'autre côté d de alpha. Donc une variation de l'angle alpha. Alors l'élément qui était, au début nous avons le point A, de l'autre côté nous avons le point B. Après l'application de la charge, cet élément, ce point ici A, le point A' revient ici. Donc c'est cette paroi en fait qui s'est déformée après l'application de la charge. Le point A qui était ici devient le point A second.
Donc A' devient A seconde. Et alors, par rapport à cette déformation et la figure qui ressort entre les deux axes, l'axe moyen et l'axe neutre, donc nous avons une distance que nous appelons Y. Une distance que nous appelons Y. Alors, comment nous allons évaluer notre déformation? Nous savons très bien, la loi de Hooke énonce que la déformation, donc la contrainte est proportionnelle à la déformation. Donc, chaque fois qu'il y a la variation de la contrainte, il y a aussi la variation de la déformation. Là, c'est dans le domaine élastique. Donc, la loi de Hooke. La contrainte est proportionnelle à la déformation. Et alors, ici, vous allez voir que dans cette loi de Hooke, sigma qui est la contrainte, doit être égal au module d'élasticité multiplié par la déformation unitaire epsilon. Alors, cette déformation unitaire, regardez dans notre figure, vous allez voir que notre figure, notre pièce était de longueur A', et après application de la charge, notre pièce devient de longueur A seconde. Alors, ce qui fait que la déformation de cette pièce est A' seconde. Donc, vous voyez, donc c'est la déformation de cette pièce-là. Et vous allez comprendre que pour trouver la déformation unitaire, il suffit de prendre seulement la déformation produite divisée par la longueur de la pièce. Donc, epsilon, qui est la déformation unitaire, ne sera rien d'autre que A' seconde divisé par A'. Donc, je crois que vous comprenez très bien. Donc, c'est la formule, la loi de Hooke en fait, la déformation proportionnelle à la contrainte, contrainte proportionnelle à la déformation. Et pour calculer la déformation, pour calculer la déformation unitaire, nous prenons la déformation produite divisée par la longueur de la pièce. Mais regardez maintenant, epsilon qui est la déformation unitaire sera égal à A' sur A seconde divisé par A'. Et A' sur A seconde traduit quoi? Regardez très bien comment ça s'explique. Je récupère, parce que je suis dans les infiniment petits, je récupère ce petit triangle, le triangle ici, je peux l'écrire même ici, c'est un triangle, je peux l'écrire comme ça, c'est vraiment petit ce triangle ici. Nous avons le point A seconde, nous avons le point A', et la hauteur, nous avons Y, et cet angle, c'est D alpha, cet angle ici. Et alors, regardez que pour déterminer, parce que nous avons besoin de déterminer quelque chose, ce dont nous avons besoin de déterminer, c'est epsilon, qui est la déformation unitaire. Et epsilon a besoin de connaître la valeur. On a besoin de connaître en fait la valeur de A' seconde et la valeur de A'. D'ailleurs, ça c'est la valeur de ddx. Et alors, comment calculer A' seconde? Comment calculer A' seconde? C'est cette distance ici. Dans ce triangle ici, vous allez comprendre que c'est un triangle. Considérons ça comme un triangle rectangle parce que nous sommes dans les infiniment petits. Donc, c'est vraiment petit en fait. Alors, dans ces cas, s'il faut calculer cet angle ici, vous allez voir la tangente de cet angle, la tangente dd alpha égale, la tangente de dd alpha sera égale côté opposé sur le côté adjacent, sinus, cosinus, sinus sur cosinus. Le côté A' seconde, A' seconde, divisé par l'autre, c'est Y. Et vous allez voir que la tangente, je peux tirer Y ou je tire A' seconde. A' seconde sera égal, c'est le Y qui va passer de l'autre côté, ça sera Y multiplié par tangente D2 alpha. Or, la tangente, dans les infiniment petits,
petite déformation, la tangente d'un angle est égale à cet angle-là. C'est la théorie que j'ai donnée avant. Donc la tangente d'un angle est égale à cet angle-là. Ce qui fait que A' seconde sera égal à Y multiplié par DD alpha. Donc, c'est cette valeur que nous allons utiliser dans la formule. Donc, A' seconde égale à Y multiplié par DD alpha. Et si je ramène ceci en haut là-bas, vous allez voir, je vais écrire A' seconde sera égal à Y DD alpha divisé par A'. A' traduit quelle distance? Regardez ici. A', parce que cette déformation qui s'est produite, cette déformation est vraiment petite que tu ne sauras pas voir ça. Donc c'est un petit élément. Et la distance A' traduit la valeur dx. C'est la longueur en fait de cet élément, ddx. Et alors ici en bas, nous allons poser ddx. Donc notre epsilon égale à y dd alpha divisé par ddx. Et alors, il y a une traduction qui s'est faite ici. Vous allez voir le y multiplié par dd alpha sur ddx. Mathématiquement parlant, vous allez comprendre que nous faisons une variation de l'angle par rapport à une distance. Donc, dd alpha, c'est une variation de l'angle divisé par ddx, c'est une distance. Bien que c'est une petite distance, mais c'est une distance. Or, mathématiquement parlant, la variation d'un angle par rapport à une distance traduit une courbure. C'est une courbure. Et cette courbure est exprimée par la lettre θ. Nous allons prendre ça, disons, avec posons. Où on peut poser, posons, θ égale à delta 2d alpha sur ddx. Et ceci s'appelle courbure. La courbure. Et alors, epsilon sera égal à y multiplié par θ. Là, c'est une relation que nous gardons pour l'instant. Epsilon égale à y multiplié par θ. Or, dans la loi de Hooke, on m'a dit la contrainte était proportionnelle à la déformation. Cette loi de Hooke était traduite par cette formule et nous disons sigma égale à E multiplié par epsilon. Et ceci égale à E multiplié par l'epsilon en question, c'est ça, c'est Y multiplié par θ. Donc je garde la valeur sigma égale à E Y θ. Là, c'est l'expression de sigma. Alors, comme nous avons cette expression de sigma, on nous dit aussi l'effort normal. Là, c'est dans le... Nous sommes en résistance des matériaux. La contrainte est égale à la force divisée par la section. Là, c'est normal. Et pour tirer cet effort normal, nous exprimons la même formule. L'effort normal égale, l'effort normal était égal à la contrainte multipliée par la section. C'est une formule pour exprimer l'effort normal. Mais du fait que nous sommes dans les petites déformations, il serait nécessaire d'écrire ceci comme ça. N égale à l'intégrale dans le domaine S, sigma dds, parce que la section est petite, qu'on ne sait pas on ne saura pas en fait faire une étude avec une grande section. Nous prenons seulement un échantillon. Donc, cette formule est traduite par l'intégrale de sigma, qui est la contrainte, multipliée par dds. La petite c'est une facette en fait. Une facette. Un petit élément de la surface. Donc, c'est la même formule, mais seulement sigma multiplié par dds, l'intégrale. Lorsque vous faites l'intégrale de
dans le domaine S de DDS vous donne S, sans problème. Alors, une fois nous avons cette intégrale-là, or nous avons déterminé sigma ici. Nous avons déterminé sigma. Ce qui fait que notre n sera égal à l'intégrale dans le domaine S. Je prends la valeur de sigma, je remplace par cette valeur. Et ceci sera E, Y, θ. Ça, c'est la valeur de sigma. Et puis, je fais DDS. DDS. Là, nous avons sigma. Là, c'est notre effort normal. Je garde cette expression de l'effort normal. Alors, le moment fléchissant, prenons le moment M, est traduit par N multiplié par Y. Donc, le moment égale à l'effort normal multiplié par la distance Y, qui est supposée excentricité en fait, par rapport au centre. Alors, or, le N était traduit par cette formule. On vient de recevoir, on vient de dégager cette formule. Je vais prendre la formule de N pour la remplacer dans l'expression du moment. Et ceci va me donner l'intégrale dans le domaine S et Y. Θ, il y a aussi un Y qui entre dans la formule DDS. Voilà. Et le moment, ici, le moment sera égal à E et E. Θ sortent de l'intégrale E. Θ intégrale Y carré DDS dans le domaine S. Or, cette intégrale traduit les moments d'inertie. L'intégrale Y carré DDS traduit le moment d'inertie. Et alors, le moment M sera égal à E, θ, I, c'est le moment d'inertie. Alors, je peux tirer θ. Θ égale, je tire θ de cette expression. Θ sera égal au moment fléchissant, au moment divisé par E, I. Là, c'est l'expression de θ qui est la courbure. C'est l'expression de θ qui est la courbure. Alors, en réalité maintenant, lorsque vous rentrez en mathématiques, on vous donne une équation mathématique, une courbe, l'équation d'une courbe mathématique bien sûr, et on vous demande de déterminer la courbure en un point de cette courbe. Ok? La courbure en un point de cette courbe, vous avez une expression mathématique que vous avez très bien apprise. Vous avez cette courbure égale à la dérivée seconde de la fonction que vous aurez divisé par 1 plus la dérivée première au carré. Ça, c'est une expression mathématique que vous pouvez calculer lorsque vous avez une courbe quelconque et on vous demande la courbure en un point de cette courbe-là. Donc, vous allez faire ça, vous dérivez deux fois la fonction et vous dérivez une fois la fonction, vous élevez au carré, vous allez trouver la courbure en fait. Alors, cette expression traduit mathématiquement la courbure. L'autre expression traduit aussi la courbure d'après notre démonstration que nous venons de faire. Et vous allez voir, je me dis, ça c'est la première expression, là c'est la deuxième. Et je me dis, la première expression traduit la courbure, la deuxième la courbure, ce qui fait que la première expression est égale à la deuxième. Donc, je prends y seconde divisé par 1 plus y prime carré, ceci égale à m divisé par i. Je vous rappelle toujours qu'on est dans les infiniment petits. Y prime traduit une petite, c'est une variation. Une variation, c'est une petite grandeur en fait. C'est une petite grandeur. Dans les infiniment petits, bien sûr, lorsque nous avons une petite grandeur, élevée au carré donne une plus petite grandeur. Je crois que vous comprenez très bien. Ce qui fait que cet élément peut être négligé. Y' sera négligé parce que c'est une variation, un petit élément qui est élevé encore au carré. Un petit élément élevé au carré donne un plus petit élément. Donc, ce qui fait que cette expression sera y seconde plus 1 sera égal au moment divisé par la rigidité à la flexion EI. Je prends le EI, je renvoie de l'autre côté, j'aurai
et y seconde sera égal au moment. Voilà, et là, nous avons l'expression l'expression en fait qui va traduire le m, c'est m à une distance x, bien sûr, parce que nous avons commencé avec une distance x. Donc, cette expression traduit l'équation de la ligne élastique. L'équation de la ligne élastique que nous allons intégrer autant de fois pour arriver à déterminer y. Donc, je crois que vous avez très bien compris comment nous avons déterminé cette expression et nous allons l'utiliser dans l'application de notre méthode. Et comme nous venons de déterminer l'équation de notre ligne élastique, et y seconde égale au moment x. Et alors, vous allez comprendre que cette équation, pour quitter la dérivée seconde vers la dérivée première, il faut intégrer. Nous intégrons une fois. Donc, vous allez voir que nous avons y prime sera égal à mx. Nous allons intégrer mx. Donc, pour dire que nous aurons l'intégrale mx de dx. Et après avoir intégré, il faut ajouter une constante d'intégration, C1. Et alors, pour quitter y vers y, il faut intégrer encore pour la deuxième fois. Donc, vous aurez cette intégrale, l'intégrale de l'intégrale m, disons c'est mx dx plus C1, c'est qu'on avait. Et puis après intégration, nous ajoutons plus C2. Donc je crois que vous comprenez très bien. Nous avons deux intégrations que nous avons fait. Nous avons fait d'abord la première intégration pour quitter de y seconde vers y prime. Et la deuxième pour quitter y prime vers y tout simplement. Donc c'est ici l'équation de la déformée. Et après avoir trouvé ça, nous allons nous retrouver dans une difficulté où il faudrait décompter les valeurs en fait de C1 et C2. Ce sont des constantes d'intégration. Et ces valeurs des constantes sont calculées en utilisant les conditions aux limites. Donc nous avons en fait deux conditions. Nous avons des conditions que nous allons utiliser. Et nous avons ces deux conditions sont énumérées de cette manière. Nous avons la première condition, c'est une condition de déplacement aux appuis. Nous avons une condition de déplacement aux appuis. Et là, il faut connaître les appuis de votre poutre, les appuis qui retiennent votre poutre. Donc, si vous êtes en face d'un appui, que je peux appeler, donc j'expose trois types d'appuis. J'ai ça, j'expose aussi ça, glissant ou mobile, j'expose aussi l'encastrement. Voilà, j'ai ces trois appuis. Avec ces trois appuis ici, quelles sont les conditions aux appuis? Parce que nous avons deux conditions qu'il faut utiliser. Condition de déplacement aux appuis et la condition de continuité. Alors, comment utiliser ces deux conditions? Premièrement, nous commençons par le déplacement aux appuis. Condition de déplacement aux appuis. Déplacement aux appuis. Comme déplacement aux appuis, pour cet appui ici, je sais que tu as une poutre et la poutre peut se déformer au niveau de l'appui. Si la poutre se déforme, et devient comme ça, cet appui ici, vous allez comprendre que cette flèche, ces déplacements, au niveau de l'appui, le déplacement est égal à 0. Donc cet appui ne se déplace pas. Le point qui se trouve dans cet appui ne se déplace pas. Ça, c'est une condition. Et aussi, la courbure, en fait, qui est exprimée par cette tangente, y' est différent des 0. La rotation, disons, différent des 0. La rotation aura une valeur.
La rotation aura une valeur, mais la flèche n'aura pas une valeur dans l'appui. Ici, encore la même chose, la flèche est égale à 0, mais la rotation est différente de 0. Et lorsque nous venons dans l'encastrement automatiquement, la flèche est égale à 0 et même la rotation est égale à 0. Là, ce sont des conditions au niveau des appuis. Ce sont des conditions aux appuis. Et je vais prendre encore les conditions de continuité. Donc, nous avons les conditions de continuité. Condition de continuité. Alors, la condition de continuité ou les conditions de continuité est traduite de cette manière. On dit le nombre de constantes d'intégration est égal à 2 fois le nombre d'intervalles en fait. Le nombre d'intervalles. Lorsque le nombre d'intervalles est supérieur à 1, les conditions aux appuis deviennent insuffisantes et le nombre de constantes devient supérieur au nombre d'équations établies. Et pour compléter ces systèmes d'équations, il faudrait ajouter les conditions de continuité. Alors, comment se traduisent ces conditions de continuité? Vous allez voir, je prends un exemple, je vais vous expliquer. Je prends un exemple, j'ai un appui et j'applique une charge. J'ai la travée, le tronçon en fait, A et le tronçon B. Vous allez voir, à partir d'ici, lorsque vous avez une équation qui est là, lorsque je fais une coupure, j'aurai la flèche, une équation de la flèche qui va respecter seulement l'intervalle AC. AC. Si vous utilisez cette même équation pour aller dans l'autre tronçon, cette équation ne donnera pas. Donc nous aurons deux équations pour deux intervalles. C'est ce que la théorie veut dire. Donc nous allons utiliser cette équation dans cet intervalle et nous allons calculer encore une autre équation pour cet intervalle. Et l'équation de la continuité exprime tout simplement que la flèche au point C doit être la même pour les deux équations. L'équation d'ici, au point C, va me donner une flèche qui sera égale à l'équation de l'autre tronçon au point C. Donc là, c'est la continuité. Je crois que vous allez comprendre très bien la théorie avec nos exercices. Donc, je crois que vous avez très bien compris. Et cette continuité respecte les deux conditions, la flèche et la flèche et le rotation. C'est-à-dire lorsque vous avez la première équation y, par exemple, c'est la première équation dans le premier tronçon, et vous avez la deuxième équation y plus 1, c'est ça, y plus 1. Cette condition de continuité donne tout simplement y en un point quelconque doit être égal à y plus 1 en ces mêmes points-là. Et la rotation aussi, y prime doit être égal à disons, y prime i doit être égal à y prime i plus 1. Là, ce sont les deux conditions de continuité. Et connaissant ces deux conditions, ça va nous donner aussi des équations supplémentaires qui vont nous aider à les ajouter. Donc, disons, en les ajoutant aux deux autres équations qu'on avait trouvées, dans l'intégration bien sûr, avec les conditions aux appuis, en les ajoutant de l'autre côté, le système d'équations sera compatible pour déterminer ces constantes d'intégration. Je crois que vous allez très bien comprendre ça dans nos exercices. Et maintenant, nous commençons notre série d'exercices. Nous avons une série d'exercices, on dit soit le poutre ci-après, maintenant, je suis au pluriel bien sûr, soit le poutre ci-après, calculer ou établir l'équation de la ligne élastique, calculer la flèche max et la rotation de la section au point indiqué. Donc nous avons le point qui sont là, nous avons le point A, nous avons le point B, notre poutre est encastrée d'un côté
et libre de l'autre côté, et avec une charge P appliquée au point B dont la longueur est L. Alors, comment nous allons commencer pour l'utilisation en fait de cette méthode? Nous commençons par calculer la valeur du moment précisant. Je vais faire une coupure à une distance X, une distance que j'appelle X. Je fais la coupure ici à une distance X et la distance d'ici jusque là, je l'appelle X. Comment calculer les moments? Les moments X, les moments ici, je crois que vous connaissez très bien la statique et comment calculer les moments précisants. Et je souligne encore un élément, l'élément que je souligne, c'est que pour calculer correctement et valablement avec cette méthode, il faut connaître impérativement les calculs de moments fléchissants, quelle que soit la poutre que vous avez. Vous devrez connaître comment calculer les moments fléchissants à une certaine distance et vous prenez ces moments fléchissants, cette équation, vous la ramenez dans votre équation de la ligne élastique et vous évoluez vos intégrations. Donc ici, vous allez comprendre que les moments fléchissants sera, c'est un moment qui passe de l'autre côté. Les moments, en fait, c'est la force multipliée par la distance. Notre force, c'est P, la distance, c'est X. Donc, j'aurai P moins P multiplié par X. Ça, c'est le moment fléchissant à la section des coupures. Et alors, je vais écrire mon équation et I, Y seconde égale A moins P X. Alors, je vais quitter de I des Y seconde vers Y prime. Et I, Y prime égale, pour quitter la dérivée seconde vers la dérivée première, vous allez comprendre qu'il faut faire une intégrale de l'équation qui existe. Donc, je vais faire l'intégrale. Ça sera moins P. L'intégrale de X me donne X carré sur 2. Ça, c'est l'intégration de cette équation-là. Mais seulement, il faut ajouter plus C1. C1, c'est une constante d'intégration. Et alors, j'ai l'équation, cette équation ici, l'équation de la tangente, qui me traduit la rotation, bien sûr. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser du fait que j'ai un encastrement. J'ai un encastrement là-bas. J'ai un encastrement. Dans cet encastrement, avec les conditions aux limites, avec les conditions aux appuis, dans un encastrement, la rotation est nulle, la flèche aussi est nulle. Donc, du fait que j'ai commencé la valeur de X à partir d'ici, vous allez voir que au point A, X sera égal à L. X aura la valeur de L. Et là, je me dis, si X égale à L, la rotation là est nulle. Y' est nulle. Donc la tangente est horizontale. Et là, je vais prendre maintenant, je remplace Y' égale à 0. Donc j'aurai TI, Y' c'est 0. Je remplace par 0 égale A moins P. X égale à L. On a remplacé X par L. L, ça sera X carré, L carré, divisé par 2, plus C1. Et par là, je vais tirer la valeur de C1. C1 sera égal, et là, ça sera, je prends seulement ça, je l'ai traduit de l'autre côté. Hein, de l'autre côté du membre, ça change les membres et les signes changent. Et ça sera P, L carré sur 2. Là, c'est la valeur de la première constante C1. Et dans cette équation ici, je mets ici, j'ai l'équation la première, la deuxième ici. Et si je prends la valeur de C1, je remplace dans cette équation 2. Cette équation devient, donc je fais C1 dans 2. J'aurai E, I, Y' égale A moins P X carré sur 2 plus P L carré sur 2. C'est ça cette équation qui était traduite dans 2. Donc c'est la deuxième équation, cette deuxième équation
en remplaçant la valeur de C1. Et alors, je vais quitter maintenant la première dérivée vers l'équation Y. Donc, je fais la deuxième intégration. Et Y sera égal. Je vais faire l'intégration de cette équation. Vous voyez, l'intégration de l'équation qui était là avant. Et les x qui sont à l'intérieur seront intégrés. Alors, j'aurai moins P x cube, ça c'est après intégration, x cube divisé par 2, x cube divisé par 2, mais l'intégration m'amène 3. Donc ça sera x cube sur 3, avec les 2 qui restent ici, j'aurai 6. Px cube sur 6, donc je crois que vous me suivez très bien, px cube sur 6 plus pl carré sur 2, du fait que il n'y a pas d'x à l'intérieur, l'intégrale me fait sortir un x, après intégration bien sûr, plus constante 2. Je suis là. Et maintenant, vous allez comprendre, parce qu'ici, il me faut encore tirer la valeur de C2. Et pour trouver C2, il faut poser encore une condition aux limites. Or, la condition aux limites que nous avons un appui encastré. Donc, dans cet appui ici, la flèche est nulle. Et par là, je me dis si x. Je vais prendre cette même équation ici et je vais la répéter là-bas. Et y égale à moins p x cube sur 6 plus pl carré sur 2x plus c2. Et alors, là je me dis si x égale à L, la flèche sera 0. Alors, je prends le y égale à 0, je remplace à l'intérieur là, et i fois 0 égale, pour x égale à L, j'aurai moins p L cube sur 6 plus p L. Le L ici, multiplié par le L carré, me fait aussi L cube sur 2 plus C2. Et ceci même me donne 0. Je vais trouver un dénominateur commun et puis je vais calculer ça. Ce qui me fait que les C2 va changer les membres. Si les C2 changent les membres, ou je garde les C2 égale, c'est cette valeur qui va changer les membres pour aller de l'autre côté. Et ça change le signe. Donc j'aurai P L cube sur 6 moins P L cube sur 2. Dénominateur commun 6. 6 divisé par 6, ça me fait 1. Je mets 1 ici. Moins 6 divisé par 2, ça fait 3. 3, parenthèse, et je mets PL cube en évidence. Ici, j'aurai 2 PL cube sur 6. Je simplifie et j'aurai 3. Donc 1 moins 3, ça me fait moins 2. 6 divisé par 2, ça me fait moins 3. Donc 3 va rester en bas et moins reste au-dessus. Ce qui me fait que C2 soit égal à PL cube sur 3. Là, c'est la valeur de C2. Je prends maintenant cette équation. Cette équation était la troisième, je crois. Prenons la troisième. Donc, je prends C2 dans 3. Je vais prendre le C2 ici. Je remplace dans 3. Dans 3, C2 dans 3, vous allez remarquer que, je répète, cette équation ici, tout en remplaçant la valeur de C2. Donc ici, j'aurai EI Y égale à moins P x cube sur 6 plus PL carré sur 2x plus C2. Mais C2, c'est moins PL cube sur 3. C'est ça l'équation de la déformée. C'est l'équation de la déformée.
Alors, dans cette équation ici, disons dans cet exercice, on va demander de calculer B. On va demander de calculer la flèche au point B. Or, la flèche au point B, c'est à x égale à 0. Du fait que x égale à 0 ici, nous remplaçons seulement dans cette équation ici, x égale à 0. Si x égale à 0, nous aurons PI, Y, je suis au point B. Si x égale à 0, je suis au point B. Égale au point B. Le point B dont je parle, c'est ici. Donc x égale à 0, je suis au point B. Alors je remplace x par 0. Vous allez voir, j'aurai moins P multiplié par 0 au cube sur 6. C'est ça. 0 au cube sur 6 plus P L cube sur 2 multiplié par 0, x égale à 0. Et puis moins P L cube sur 3. Les 0 tombent. Et je vais tirer YB. YB sera égal à moins P L cube sur 3 et I. Là, c'est la valeur de la flèche au point B. Donc, vous avez besoin de déterminer la flèche au point B. Pour les déplacements en fait du point B vertical, vous avez moins P PL cube divisé par 3 et I. Là, c'est les modules d'élasticité longitudinale. Et là, nous avons le moment d'inertie. Donc, c'est de cette manière que nous avons résolu notre premier exercice. Et nous allons ajouter le deuxième exercice. Que vous allez comprendre comment est-ce que l'utilisation de cette méthode est plus facile à un certain niveau. Parce qu'à un autre niveau, vous allez comprendre que la résolution des équations devient de plus en plus complexe et il faut maintenant passer ou basculer à une autre méthode. Donc nous allons faire le deuxième exercice.